Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne depuis ce lundi en Afrique du Sud, où il prendra part aux côtés de ses pairs au sommet SADC et IRGL. Ce sommet sera également consacré à la situation de la République démocratique du Congo, où les combats ont repris depuis près de 10 jours. Joseph Kabila a quitté Kinshasa l'avant-midi de ce lundi. Avant de quitter la capitale, le chef de l'État a été fixé sur l'organisation prochaine du sommet ordinaire du COMESA, marché commun pour l'Afrique de l'Est et australe. L'annonce des dates a été faite par Izindozi Ngwenya, secrétaire général de cette organisation sous-régionale. Patinkie. Izindiso Ngwenya, secrétaire général du COMESA, est venu annoncer au président Joseph Kabila les dates de l'organisation du sommet de Kinshasa. Les 26 et 27 février 2014 sont les dates retenues pour le sommet de cette organisation sous-régionale. Nous sommes arrivés à nous entendre sur les nouvelles dates du sommet du COMESA, qui sont 26 et 27 février, bien que la RDC était disposée d'abriter ces sommets le 14 et le 15 décembre. Les deux personnalités ont aussi évoqué plusieurs questions d'intérêt régional, notamment celles liées au développement des infrastructures de base en vue de l'intégration régionale. Le deuxième aspect de nos discussions ont touché au problème de savoir comment les États membres du COMESA pourront travailler en synergie pour le développement du secteur de l'industrie. Si vous regardez le secteur, les produits par exemple que nous avons ici, les minéraux, principalement le cuivre et le cobalt, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas arriver à créer beaucoup d'emplois à travers la transformation de ces produits à grande échelle. Créé en 1994, le COMESA, qui compte 19 États membres, vise entre autres la promotion de la paix et de la sécurité afin de permettre à coup sûr la libre circulation de personnes et des biens. Autre titre d'actualité, les FARDC sont décidés à en découdre avec le M23. L'armée régulière a conquis totalement lundi le collectif montagnard de Mbuzi, endroit stratégique situé non loin de l'Ouganda et du Rwanda, où se sont repliés une centaine de combattants du M23, et cela malgré le cessez-le-feu unilatéral décrété dimanche par ce mouvement rebelle. Et l'appel à la retenue de la communauté internationale reste à présent la reconquête des collines de Tchanzu et de Runyoni. Arlette Matondo. Mbuzi est l'une des 3 collines où résistaient encore quelques centaines d'éléments du M23 depuis la chute de Bunagana mercredi dernier. Depuis la matinée de lundi, les combats se poursuivaient encore entre l'armée congolaise et les troupes du M23 jusqu'à l'annonce vers midi de la possession totale par les FARDC de cette colline. De ces accrochages, 3 obus de mortier ont été lancés par le M23 depuis la colline de Tchanzu. Le bilan fait état de 4 morts et 10 blessés parmi les civils, précisément au quartier Karambo et Masoro, obligeant les habitants de Bunagana à se réfugier en Ouganda. Un autre obus est tombé dans ce pays, mais celui-là n'a pas fait de victimes. Résultat, dans un communiqué, les 5 envoyés spéciaux de la communauté internationale se sont inquiétés de cette nouvelle escalade. Ils appellent le M23 à aller plus loin que le cessez-le-feu et déclarer la fin de la rébellion. Ils demandent également à ce que l'armée congolaise suspende son offensive militaire. Mais depuis dimanche, l'armée congolaise n'est plus qu'à 1 km de Tchanzu, là où se retranchent depuis près de 6 jours déjà les commandants militaires du M23 et leur escorte estimée à 300 rebelles. Ces événements ont lieu alors que les discussions entre les deux parties à Kampala bloquent toujours depuis décembre sur les mêmes points comme celui de l'amnistie dont pourraient bénéficier les rebelles. Restons toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo pour parler de la démarche de l'Église catholique de la RDC, du Rwanda et du Burundi qui compte organiser à Goma le 1er décembre prochain une conférence de paix au cours de laquelle un discours commun sera prononcé par ces 3 pays. Un discours qui aura pour but de consolider la paix dans la partie est du pays. L'annonce a été faite ce lundi par Monseigneur Gwamawanya de Bukavu qui a été reçu par le chef de la maison civile du chef de l'État Théodore Mugalou. Bien que sur terrain, l'armée congolaise poursuit son offensive avec la reconquête récente de la colline de Mbuzi et les confessions religieuses, elles, passent par une prière et un appel à la paix au profit de la partie est de la République démocratique du Congo. Le cas de l'Église catholique par ses représentations en RDC, Burundi et Rwanda.
C'est l'essentiel du message dont était porteur Monseigneur Joseph Guamouhania auprès du chef de la maison civile du chef de l'État, qui plaide également pour l'option spirituelle afin de permettre au président de la République de réussir son combat de pacification de la partie Est. La conférence du Congo, du Rwanda et du Burundi, catholique et anglicane, est en train de travailler activement sur la campagne pour la paix qui sera organisée à Goma le 1er décembre. Et je suis heureux que cela se passe justement à Goma, une ville martyre qui est en train de commencer à souffler et à respirer l'air d'espérance maintenant. Le Burundi et le Rwanda, deux pays frontaliers à la RDC, s'associent à cette cause commune qui d'ailleurs devrait toucher l'ensemble de la région. Voilà l'essentiel du message à parvenir à la population du Nord Kivu. Vous pouvez l'imaginer vous-même, la pression qu'elle subit, non pas seulement depuis une année, mais depuis des années, et qu'elle espère qu'on reviendra à une situation normale où on peut aller et venir un homme libre et que la violence ne continuera pas à faire la loi en permanence. Consolider la paix à travers ces trois nations, c'est l'objectif de la démarche. Merci beaucoup. Revenons sur la déclaration de cessez-le-feu du M23. Le gouvernement de la RDC se dit surpris et attend une déclaration officielle de la fin de la rébellion. C'est ce qui devait en principe ressortir de la dernière plénière de Kampala en présence de Martin Kobler. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Médé, l'a déclaré ce lundi sur les antennes de la RTNC. On l'écoute. La délégation de la RDC, conduite par Raymond Tshibanda, est arrivée samedi à Kampala. Après des consultations de manière séparée avec le facilitateur, l'heure était à la grande plénière qui a duré toute la nuit de samedi à dimanche, en présence notamment du patron de la MONUSCO, Martin Kobler, et le chef militaire de la MONUSCO, le général Santos Cruz. Dans le couloir circulait déjà la nouvelle de la reddition du M23. Le texte a été préparé pour être signé par le groupe rebelle. Dimanche, la délégation de Kinshasa et la MONUSCO quittent Kampala pour l'Afrique du Sud pour prendre part au sommet SADC-CIRGL. À la grande surprise, Bertrand Bisimwa, le président du M23 qui a pris part à la dernière plénière, a ordonné dans la soirée la cessation immédiate des hostilités contre les forces armées de la République démocratique du Congo, invitant tous les combattants de son mouvement à s'abstenir de tout acte ou comportement contraire à l'ordre donné. Du côté de Kinshasa, on se dit surpris. À l'analyse, cette déclaration appelle quelques observations du gouvernement. La première, c'est de regretter que la déclaration du M23 ne se conforme pas tout à fait à ce qui a été convenu dans la capitale ougandaise en termes de référence. Il faut également regretter le fait que les membres du M23 semblent plus se préoccuper de la seule suspension des hostilités dans les réduits de Tchanzu et de Runyoni, où se trouvent des éléments de leur groupe armé soumis à une forte pression militaire des FARDC. Depuis 10 mois, le gouvernement de Kinshasa et la rébellion du M23 sont en pourparlers à Kampala sous la facilitation de l'Ouganda. Un accord est toujours attendu. Pendant ce temps, sur le terrain, les FARDC ont délogé le mouvement rebelle des principaux bastions qu'il occupait. Aux dernières nouvelles, la colline de Mbuzi a été récupérée par les forces loyalistes. C'est sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Depuis sa nomination en qualité de ministre italienne de l'intégration, elle est en plus la première femme noire de l'histoire de l'Italie à accéder au rang de ministre. Cécile Kyenge est arrivée ce lundi à Kinshasa, une visite qui l'emmènera également dans la partie orientale du pays, notamment à Bukavu, afin d'assister les victimes des violences sexuelles. Première visite officielle de la nouvelle ministre dans son pays natal. Les premiers propos de Cécile Kyenge dès sa descente de l'avion traduisent vraisemblablement le sentiment d'une personne qui retrouve les siens. C'est une très grande joie pour moi d'être ici à Kinshasa et je crois que c'est encore une très grande joie quand on rentre dans le pays natal en ayant satisfait ses objectifs, ses propres missions. À l'aéroport international de Kinshasa, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui l'accueille. Ministre italienne de l'intégration, mais le sentiment d'appartenir à la RDC demeure aussi profond et difficile de s'effacer, a reconnu Cécile Kyenge. C'est difficile d'effacer ses origines. Dans mon identité, il y a aussi un parcours congolais.
il y a aussi une partie du Congo dans tout ce qui est comme parcours et dans tout ce qui est comme tout ce qui représente ma personnalité. Agenda chargé pour la ministre qui devra s'entretenir avec plusieurs autorités congolaises avant de se rendre mardi à Bukavu au Sud Kivu dans le cadre d'une assistance aux victimes de violences sexuelles. C'est en 2004 que Cécile Kyenge s'est fait plus remarquer dans la vie politique, notamment lors des élections municipales de juin 2004. Elle est élue à Modène sous les couleurs des démocrates de gauche. 5 ans plus tard, membre du Parti démocrate, elle est élue au conseil provincial de la province de Modène. En avril 2013, elle est nommée ministre de l'intégration du gouvernement de grande coalition d'Enrico Letta. Elle devient alors la première ministre d'origine africaine à entrer dans l'exécutif italien. À la Direction générale des douanes et accises, plusieurs agents et cadres suivent depuis ce lundi un séminaire sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Celui-ci est la base même du tarif des douanes. À noter que la matière est dispensée par un expert de l'Organisation mondiale des douanes. Alain Mwamba. Applaudissements dans la salle. Normal, c'est un événement puisque pour le directeur général de la douane, cette formation est un plus pour son personnel. Les cadres et agents de la DGDA vont suivre des enseignements dans le cadre du renforcement des capacités, qui est l'un des axes de notre plan d'action 2013. Un plan d'action 2013 qui vise à répondre aux attentes du gouvernement qui attend de la communauté douanière un dédoublement de recettes au profit du Trésor. Une communauté douanière dont les responsables restent conscients qu'il faut, pour les agents et cadres, cette bonne maîtrise. Une bonne application du tarif des droits et taxes permet de déterminer avec exactitude le montant des droits de douane exigibles et de réduire les infractions douanières. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est la base même du tarif de douane. Il a une nomenclature structurée à 6 chiffres. À ce jour, près de 200 pays, responsables d'environ 98% du commerce mondial, l'utilisent. Le cas de la République démocratique du Congo par la Direction générale de douane et accises, d'où le sens de ce séminaire. Et au port de Matadi, dans la province du Bas-Congo, le quai numéro 3 a repris ses marques. Il vient d'être réhabilité par la Société commerciale de transport et des ports, SCTP. C'était au cours d'une grande cérémonie organisée le week-end dernier au port de Matadi, cérémonie à laquelle plusieurs autorités du pays ont pris part. C'est le ministre des Transports, Justin Kalumba, qui a coupé le ruban symbolique, remettant ainsi en service ce quai. Claude Beringanine et Guy Chungu pour le reportage. 3 688 920 $ américains, 16 mois de travaux sans répit. Voilà le prix qu'a dû payer la Société commerciale de transport et des ports pour que cette plateforme soit rénovée de fond en comble. Sur le quai numéro 3 du port de Matadi, au Bas-Congo. C'est le transport maritime qui est le soutien le plus important de la croissance économique. Et donc aujourd'hui, nous venons de franchir un pas dans la bonne direction parce que nous allons dans la modernisation de nos infrastructures portuaires. Un pas de plus dans la valorisation des infrastructures portuaires a aussi martelé l'administrateur de la SCTP qui a aussi présenté les nouveaux engins de manutention. Et pour les opérateurs économiques, c'est la réponse à leur plaidoyer. On avait un fil d'attente des bateaux au mouillage et qui représentait des frais énormes de pénalités, quasiment chaque jour de 12 500 $. Aujourd'hui, avec cela, ça permet au moins de voir que le Natra soit en mesure de recevoir suffisamment de bateaux. D'autres attendent encore plus avant de parler de l'impact économique. C'est une bonne chose, mais la route nationale numéro 1 sera toujours aussi dans un état négligeable, tout simplement parce que le chemin de fer ne sera pas de retour. Mais nonobstant, avant que nous puissions se réjouir de l'entrée par rapport aux rivières, nous attendons le port en eau pour vendre de bananas. C'est ça qui serait vraiment le go pour la modernité dans la province du Bas-Congo et dans toute la République démocratique du Congo, parce que ça va amener plus de 15 000 emplois. Une réalisation que compte rééditer la SCTP sur le quai numéro 2, dont les travaux de réhabilitation démarrent d'ici 2014.
Un mot de sport pour finir. Parlons d'abord volleyball avec l'épilogue ce lundi à Kinshasa du deuxième tour des éliminatoires de la zone 4 chez les dames. Tambeur du Congo-Brazzaville, le pays hôte, la RDC, a joué le Cameroun dans cette ultime rencontre qui devait départager les deux nations. Et sans surprise, les Camerounaises ont pris le meilleur sur les filles de la RDC en s'imposant